Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 109e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 mars, il est exactement 9h40 et nous allons aujourd'hui parler du circuit Figaro-Beneteau au moment où la saison 2023 s'apprête à débuter par la traditionnelle solo maître coq qui, à partir de lundi prochain, réunira au Sable d'Olonne 30 solitaires, dont nos 3 invités du jour. La première a remporté la sélection skipper massif en fin d'année dernière et traînera donc ses nouvelles couleurs lors de cette solo maître coq. Il s'agit de Charlotte Yvain qui est du côté de Port-la-Forêt. Salut Charlotte. Salut Axel. Le second fera quant à lui ses grands débuts sur le circuit Figaro, après comme beaucoup être passé par la classe mini, avec succès d'ailleurs, puisqu'il a remporté la dernière édition de la Mini Transat en série. C'est Hugo Dallène qui est du côté de Lorient, Grand Large à Lorient. Salut Hugo. Salut Axel. Le troisième dispute quant à lui sa 3e saison sur le circuit Figaro. Il a terminé 23e de la dernière solitaire et a remporté l'année dernière la Sardinia Cup aux côtés de Pierre Le Boucher. Il est sur la route entre Rennes et Saint-Brieuc. Il s'est arrêté sur une aire de parking, je crois. C'est Maël Garnier. Salut Maël. Salut Axel. Eh bien, messieurs, dames, avant de vous donner la parole, une petite présentation rapide de cette saison de Figaro qui commence donc par la solo maître coq. Première épreuve du championnat de France élite de course au large qui en comprendra 4 autres. La Transat Paprec entre Concarneau et Saint-Barth à laquelle vous allez tous les 3 participer. Le Tour de Bretagne début juillet, la solo Guicoten à Concarneau fin juillet pour finir par la solitaire du Figaro en août-septembre dont le parcours en 3 étapes a été dévoilé la semaine dernière. Pour la solo maître coq, il y aura donc 30 solitaires au départ avec un programme qui comprendra 2 inshore les 13 et 14 mars et une grande course dont le départ sera donné le jeudi 16 mars. Alors pour parler de cette saison de Figaro, on va peut-être commencer par le début, par vos préparations respectives. Est-ce que tous les 3 vous pouvez nous raconter quand, où et comment vous avez préparé cette saison en Figaro? On va commencer honneur aux femmes par toi Charlotte. Ouais, moi du coup j'ai passé tout l'hiver à Port-la-Forêt, au pôle Finistère de course au large pour la première année dans ce pôle, après la sélection massive. On a fait 3 ou 4 bons blocs d'entraînement. On en a fait 3 en double pour se préparer pour la Transat. Et puis un en solitaire la semaine dernière pour se remettre un petit peu dans le match en solo avant la solo maître coq. Bon, toi, c'est une première, comme tu le disais, au sein du pôle Finistère. Ça fait bizarre d'arriver dans comment on se sent quand on arrive pour la première fois au pôle Finistère. On rappelle que toi, tu sors de 2 années sous les couleurs du Team Vendée Formation. Ouais, chaque pôle, chaque centre d'entraînement a un peu ses particularités, ses spécificités et c'est vrai que là d'arriver au pôle Finistère, ce qui fait un peu bizarre, c'est qu'on se retrouve au milieu de tous les grands noms de la course au large un peu. Il y a plein de grands skippers autour de nous et c'est super, c'est génial d'avoir ces ressources-là pour apprendre plein de choses et progresser rapidement. Et vous étiez nombreux sur l'eau pour préparer cette saison? Combien il y avait de Figaro qui ont navigué là, depuis le mois de janvier? On était une petite dizaine, que ce soit sur les stages en double ou les stages en solo, donc c'est pas mal, ça fait pas mal de monde sur l'eau et de la confrontation à l'entraînement, c'est cool. Et du côté de Lorient, je crois, Hugo et Maël, vous êtes tous les 2 préparés à Lorient. Hugo, raconte-nous un peu ta préparation de ta toute première saison en Figaro. Moi, de mon côté, ça a commencé à Lorient Grand Large avec Bertrand Passé, et en parallèle à Port-Laf avec Chloé Lebars pour les stages doubles pour préparer la Transat Paprec. D'accord. Et ça a été, comme le racontait Charlotte, plusieurs blocs d'entraînement du côté de Lorient? Du côté de Lorient, moi j'ai fait, les blocs d'entraînement se chevauchent, donc j'ai dû
j'ai privilégié un petit peu Port-Laf au début pour préparer la double. Donc je fais 3 blocs à Port-Laf et 2 blocs à Lorient. D'accord, parce qu'on rappelle, hein, tu vas disputer la Transat en double, la Transat Paprec en double mixte avec Chloé Lebars sous les couleurs de Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne Océane. De ton côté, Maël, tu as attaqué cette préparation, j'imagine aussi du côté de Lorient. J'ai cru voir ton Figaro sur le ponton hier. Oui, côté entraînement, déjà, à la fin de l'année dernière, j'ai fait un gros bloc d'entraînement préparation physique en vélo en Thaïlande avec une équipe continentale asiatique pendant un mois, donc pour couper et pour pouvoir travailler sur la gestion de soi-même et puis surtout la nutrition et la gestion du sommeil. Et puis ensuite, on a fait donc 3 blocs d'entraînement en double, aussi un convoyage puisque mon bateau était à Saint-Brieuc en hivernage. Et puis 3 blocs d'entraînement en double avec Julia Courtois donc et un bloc d'entraînement en solo duquel on sort tout juste là avec Hugo. Ouais, ce choix d'aller se préparer en Thaïlande, ça répondait à quel besoin de ta part? Déjà un besoin de couper et de m'ouvrir à autre chose et puis d'avoir une approche un peu différente des autres sur la gestion de la performance et puis tout ce qui est nos ressources physiques et mentales parce que là-bas ils ont un style de vie assez particulier et puis côté relaxation aussi il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire et voilà, j'avais besoin de couper un peu de tout ce qui était recherche de partenariat et gestion des partenaires ici en baie de Saint-Brieuc et puis du côté de Lorient. Qu'est-ce que toi, Maël, tu attends de cette première course de la saison, la Solomètre Coq, hein, on rappelle donc 30 partants au départ, 2 courses inshore, une grande course je sais pas exactement de combien de milles, de 200 ou 300 000. Qu'est-ce que tu attends toi de cette première épreuve de la saison? Est-ce que c'est une course de réglage? Est-ce que c'est déjà un objectif sportif? Alors c'est déjà un objectif sportif puisque ça fait quand même à peu près 2 mois qu'on navigue et voilà je me sens bien prêt au niveau des réglages. Déjà on a pu travailler pas mal sur les voiles et sur la technique avec Bertrand Passé. Donc j'espère pouvoir me jauger assez rapidement sur les inshore et réaliser une belle performance sur l'offshore qui reste quand même l'objectif et je pense que ça va être très intense. Il y aura un plateau de bisu assez important. Donc on va découvrir plein de nouvelles têtes et puis ce sera l'occasion déjà d'avoir un beau premier combat en début de saison et je pense qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous. Charlotte, toi comme Maël, tu disputes ta 3e saison sur le circuit Figaro. Toi aussi, c'est déjà un objectif sportif, cette Solomètre Coq, ou c'est un peu une sorte de rentrée des classes? Comment tu l'appréhendes? Je dirais un peu un mix des 2. C'est sûr que chaque course à laquelle on va participer, c'est un objectif en soi. On veut toujours faire le mieux qu'on peut et voilà. Après, c'est vrai que c'est la première de la saison, donc c'est un peu aussi la reprise, la reconfrontation avec tous les différents concurrents de tous les pôles d'entraînement. Donc c'est un peu le moment où on peut jauger le travail qu'on a effectué dans l'hiver et voir si si on a des objectifs qui se concrétisent et si on a d'autres objectifs de travail à se fixer pour les suivantes. Hugo, de ton côté, ça va être ta toute première course en solitaire en Figaro. Est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension au moment de se lancer dans le grand bain de ce circuit ou dans quel état d'esprit tu es à une semaine du coup d'envoi de cette Solomètre Coq? Pas vraiment dans l'appréhension, mais c'est vrai que c'est par rapport à mes 2 compères, je suis à un niveau de préparation qui est en dessous, techniquement. Le bateau est pas aussi prêt, j'ai pas autant d'expérience. Donc moi l'objectif c'est de passer le contrôle sécu, terminer la course proprement et j'ai pas vraiment d'objectif de performance. C'est vraiment plus préparer bien le bateau pour attaquer la suite de la saison et plus sereinement et on parlera de performance sur les prochaines courses. Pour toi, Hugo, tu sors donc d'une expérience concluante en mini, hein. On rappelle que tu as donc gagné la Mini Transat en 2021 en bateau de série. Cette année-là, tu as quasiment tout gagné, hein. Je crois que tu as fait que des premières places, sauf une 2e place sur le trophée Marie-Agnès Perron. Est-ce que le circuit Figaro s'est imposé pour toi? Pourquoi ce choix? Est-ce que tu as pesé d'autres options? Est-ce que tu as voulu continuer sur le circuit mini, étudier le classe 40? Pourquoi finalement ce choix du Figaro?
En fait, en mini, on a pas mal de courses de pré-saison qui sont en format un peu Figaro. On part de 2-3 nuits en mer, en côtier, on est au contact, il y a beaucoup de bateaux sur l'eau. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, quoi. Je sens que je me suis vraiment épanoui sur ce format-là. Et c'est un format qu'on retrouve beaucoup en Figaro. Donc j'avais vraiment envie de faire ça. Et j'ai regardé un petit peu le proto rapidement, mais il y a pas mal de contraintes techniques qui font que le Figaro s'est imposé assez vite. Ouais, souvent, il y a pas mal de ministres qui choisissent le classe 40 parce que ça répond plus à leurs aspirations de large. Toi, ça n'a pas été du tout une option pour toi? En fait, j'ai regardé un peu ce qui se passait en classe 40 et ceux qui réussissaient vraiment, ils étaient passés en Figaro avant, quoi. Donc, je me suis dit que c'était peut-être une bonne option de retourner un peu à l'école et d'aller apprendre encore des choses en Figaro avant de se lancer sur plus gros, quoi. Maëlle et Charlotte, vous venez plutôt de la voile légère. Vous avez fait ce choix de vous lancer sur le circuit Figaro il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui avait dicté votre choix? C'est la même chose? C'est un peu cet aspect école de la course au large, Charlotte? Ouais, moi, le Figaro, c'était quelque chose qui m'attirait pas mal pour notamment la monotypie, le fait qu'on ait tous le même bateau et qu'on court du coup à armes égales sur le même support. Et ce qui fait la différence, c'est vraiment le marin, c'est l'expérience qu'on acquiert aussi au fur et à mesure des années. Et puis voilà, tous les aspects de la course, de la gestion de la météo, du sommeil, de soi-même. C'est vraiment tous ces paramètres-là qui m'attiraient. Et à la fin de mon parcours en 4-7 en olympisme, j'avais déjà cette idée en tête de continuer sur de la monotypie et d'aller voir en course au large. Donc c'est le Figaro qui paraissait être ce qui collait le mieux à ce que je voulais faire, quoi. Ouais, tu as pas regardé du côté de la classe mini, toi? Il y a beaucoup de marins débutent par la classe mini. Ça n'a pas été une option pour toi? Si, c'était carrément une option, plutôt en série du coup pour coller toujours à cet esprit de naviguer à peu près sur des bateaux similaires. Et l'occasion s'est présentée de faire du Figaro, donc j'ai sauté sur l'opportunité, quoi. Maëlle, de ton côté, c'est aussi c'est un peu les mêmes raisons qui t'ont poussé à te lancer sur cette classe ou toi, tu en rappelles que tu viens aussi de la voile légère, tu as fait du WASP aussi. Pourquoi avoir choisi le Figaro pour te lancer au large? Eh ben oui, moi c'est à peu près comme Charlotte pour les mêmes raisons. C'est la monotypie, mais c'est aussi le foil, c'est l'arrivée de bateaux de nouvelle génération. Voilà, avec les foils, et puis longtemps ça a été le Figaro 2. Moi j'ai été un peu bercé aussi via le club de voile dans lequel je suis à Saint-Brieuc avec Yann Eliès et Fred Dutil, par plein d'histoires, plein de légendes sur le Figaro 2. Et bon, j'étais assez jeune quand j'ai démarré le projet. Et j'ai vu aussi une opportunité d'arriver sur un support nouveau qui était nouveau pour tout le monde et de pouvoir faire ses armes assez rapidement avec des plus anciens qui sont là aussi pour transmettre et qui le font très bien. Donc voilà, et dans ce que j'ai pu vendre aussi pour les projets de course au large, moi le choix c'était de faire au moins 3 saisons de Figaro avant de passer à autre chose ou avant de continuer. Donc voilà, je regrette pas du tout ce choix aujourd'hui, sachant qu'on est pas mal de jeunes à être arrivés sur le circuit et à réussir à tirer notre épingle du jeu, à progresser. Et il y a eu une sorte quand même de renouveau dans la classe, avec une moyenne d'âge qui a nettement baissé. On sait que le bateau est difficile, mais voilà, ça n'a pas empêché de progresser et d'arriver à assez haut niveau rapidement. Ouais, tu le disais, tu as très vite monté ta structure, cherché tes propres partenaires. Raconte-nous un peu comment tu as monté ce projet, parce que tu le rappelles, tu étais encore très jeune, hein. Et ben, à l'âge de 18 ans, donc, je suis rentré donc, au Team Baie de Saint-Brieuc, qui est un club d'entrepreneurs de la baie de Saint-Brieuc, où il y a diverses entreprises qui sont inscrites. Donc eux, ils ont sponsorisé des bateaux depuis, des projets depuis 15 ans à peu près. Donc le précédent skipper, c'était Vincent Biarnès, avec qui j'avais pu naviguer une fois en baie de Saint-Brieuc. Et ça m'avait carrément plu. Donc je me suis dit, il faut que je fasse mes armes en foil, parce qu'aujourd'hui c'est un peu incontournable de savoir voler sur l'eau, je pense.
d'avoir ces repères-là qui sont complètement différents des bateaux archimédiens. Donc on a décidé avec le Teambet Saint-Brieuc de monter un projet, sachant que à eux seuls ne pouvaient pas supporter tout le coût du projet. Donc j'avais un partenaire moi déjà existant, c'était AGAS France, qui est une entreprise de gestion de patrimoine et d'assurance vie basée à Paris, qui me suivait en fait depuis mon titre de champion de France en laser, plutôt dans l'olympisme. Et on a fait le choix tous ensemble de basculer dans la course au large. C'était quand même impulsé par le Teambet Saint-Brieuc et par mes partenaires locaux, on va dire. Donc je voulais avoir un ancrage du projet basé du côté de Saint-Brieuc, sachant qu'on est quelques skippers à venir de là-bas, mais qu'il y en a assez peu qui naviguent au final sur la côte nord. Donc voilà, mon idée c'était de garder mon attache là-haut, et puis on a démarré ce projet avec une ambition sur le long terme, avec des partenaires à fidéliser, parce que c'était nouveau pour la plupart. Et ça a plutôt bien marché, parce qu'aujourd'hui, avec AGAS par exemple, je suis engagé jusqu'en 2026, et c'est un partenariat de 8 ans en tout. Et donc Teambet Saint-Brieuc qui m'accompagne jusqu'au moins fin 2024 et qui risque de m'accompagner encore un petit moment. Et puis pour les autres partenaires, voilà, je suis toujours en recherche de partenaires pour faire avancer les projets, notamment avec cette Transat cette année, Transat Paprec, et puis éventuellement une Jacques Vabre en fin d'année aussi qui se profile. Alors, tu peux nous rappeler que c'est quoi pour toi à peu près un budget annuel sur le circuit Figaro? Un budget annuel, après ça dépend aussi de la rémunération, des gens avec qui on s'entoure, mais avec une équipe on va dire de 2 à 3 personnes, un préparateur, quelqu'un qui s'occupe de la relation partenaire, relation presse, aussi des prestataires en communication, pour moi il faut un budget à peu près de 200-250 000 euros, et puis suivant s'il y a une transat ou non, je pense qu'avec 250 000 euros on est relativement à l'aise. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai visé pour cette saison. Et voilà, concernant la rémunération, aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est quand même assez dur de vivre d'un projet comme celui-là. Depuis le départ, j'ai assez peu réussi à me rémunérer. Mais voilà, j'y viens progressivement. Je me suis dit que c'était le début. Il y a aussi des sacrifices à faire. Il y a beaucoup d'investissements au départ, donc les 2 premières saisons c'était énormément d'investissement et de volume de travail, et là cette année je commence enfin à me poser, à être bien structuré et à être entouré, donc ça fait plaisir d'arriver à se dégager du temps et à se consacrer uniquement à la performance. Hugo, de ton côté, quand tu entends parler ML, est-ce que toi tu as des partenaires pour t'accompagner sur cette première saison en Figaro? Quel est un peu raconte-nous un peu comment toi tu as monté ton projet. Moi, j'ai monté mon projet en fait en réinvestissant ce que j'avais récupéré de la vente de mon Mini. Donc là, je suis sur fonds propres pour l'instant et je cherche activement des partenaires. J'ai toujours le support le soutien du club de Saint-Lunaire et de ses membres. Et voilà, donc là, c'est recherche active de partenaires. Et en attendant, c'est sur fonds propres. Donc c'est vrai qu'on est sur avec du coup, techniquement, c'est des projets différents, quoi. D'accord, parce que toi, tu as vendu à qui ton Mini? Tu as réussi à bien le vendre, entre guillemets? En fait, tous les Minis se vendent plutôt bien. Ouais. Parce que le marché est vraiment au plus haut. Donc, je l'ai vendu à William Olivier, qui est voilier Delta à Lorient-Latrine. Et voilà, donc lui régate avec ce bateau-là. Et moi, en gros, tout ce que j'ai réussi à récupérer de ce projet Mini, j'ai réinvesti dans le Figaro. D'accord. Quand tu entends Maël parler d'un budget autour de 200-250 000 euros, toi, j'imagine que c'est un petit peu la fourchette assez largement en dessous pour toi? Voilà, c'est vrai que le budget idéal, moi, je l'ai tablé à 200 000 euros hors taxe par an. Ouais. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que moi, je signerais bien en dessous s'il fallait signer, quoi. D'accord. Bon, avis aux amateurs. Charlotte, Exactement. toi, tu as commencé le circuit Figaro sous les couleurs du Team Vendée Formation. Raconte-nous un petit peu ce choix et qu'est-ce que t'ont apporté un peu ces 2 années que tu as passées sous les couleurs de cette équipe qui est basée à Saint-Gilles, Croix-de-Vie en Vendée.
Et bah, justement, il y a 2 ans, quand, je me posais vraiment la question de faire de la course au large, j'ai cherché à naviguer un maximum et au même moment, le Team Vendée Formation organisait des sélections, pour sélectionner un skipper et mettre à disposition, un bateau, un budget de fonctionnement et puis la formation pour intégrer le circuit et se former à la course au large parce que moi j'y connaissais pas grand-chose. Et j'ai remporté cette sélection et du coup ça m'a permis de découvrir le bateau, découvrir le circuit, découvrir la course au large, passer des nuits en mer, gérer le bateau, gérer le projet et ce qui est pas mal avec ce programme au Team Vendée Formation, c'est que il t'accompagne pour vraiment apprendre à monter ton projet, pas seulement à naviguer, à gérer aussi tous les à côté, la communication, la gestion de projet, parce qu'au final, c'est un peu comme de gérer une entreprise, gérer un projet de course au large et au Team Vendée Formation, on t'apprend vraiment enfin, en tout cas, tu es accompagné sur tous ces aspects-là, quoi. Et du coup, c'était vraiment super intéressant. La première année, j'ai pu me concentrer vraiment sur la navigation, principalement mais en ayant à gérer aussi une petite partie logistique, de budget, de planning, de relations partenaires avec le Team Vendée et avec les partenaires que j'avais trouvés pour compléter le budget, m'acheter par exemple des voiles neuves pour la solitaire du Figaro, etc. Et dans le projet d'accompagnement, le Team Vendée, c'est assez progressif. C'est-à-dire la première année, il t'aide quand même beaucoup. La deuxième année, à toi de trouver plus de budget et de gérer un peu plus ton projet par tes propres moyens, en étant toujours accompagné évidemment. Et leur objectif, c'est que, en gros, la troisième année, tu sois maître de ton projet et tu puisses voler de tes propres ailes, avoir ta structure, un budget correct pour mener ton projet à bien et voilà, et voler de tes propres ailes, quoi. Ouais et malgré ça, tu as décidé de postuler à la sélection skipper massif. Est-ce que c'était parce que tu en éprouvais le besoin encore de passer par un tel dispositif? Ou c'est parce que ou est-ce que tu as pensé justement à voler de tes propres ailes avec tes propres partenaires sur le circuit Figaro? Bah ouais, bien sûr, j'y ai pensé parce que je pense que grâce à la formation du Team Vendée, j'avais acquis un bon bagage pour gérer un tel projet. Après, au niveau des budgets, de la structuration et tout ça, j'aurais pu partir, mais ça aurait pas été super confortable au niveau du budget. J'étais pas arrivée encore à regrouper le budget dont par Maël. Je pense que c'est carrément, enfin, c'est correct, c'est ça qu'il faut pour, euh, pour mener un projet sereinement. Et au même moment, se présentait la sélection massive 100% féminine, donc je pouvais pas ne pas me présenter, étant donné que c'est quand même le programme, la structure qui, qui, qui permet vraiment d'avoir tous les moyens pour se concentrer uniquement sur la navigation, sur la performance sportive et ça a marché pour tous les marins qui y sont passés, quoi. Donc forcément, j'ai postulé et après évidemment avoir discuté avec les partenaires que j'avais trouvés à l'époque et qui étaient prêts à me suivre pour la suite. Justement, est-ce que tu peux nous raconter cette semaine de sélection, hein, qui est l'objet du film, Candidate au large qui est présenté actuellement, je fais un peu d'autopromo, au Sailors Film Festival qui termine sa tournée cette semaine, avec, une escale ce soir à Strasbourg et jeudi au Grand Rex à Paris. Dans ce film, on découvre un peu les coulisses de cette sélection skipper massif qui s'est passée à Port-la-Forêt. Raconte-nous comment tu as vécu un peu, cette sélection, il y avait de la pression raconte-nous un peu. Bah ouais, c'est clair qu'il y avait une petite pression parce que l'enjeu il est quand même assez important. Le programme Skipper Massif, c'est d'avoir un bateau, un budget de fonctionnement, un fonctionnement en équipe pendant 2 à 3 ans. Donc c'est clair que c'est une opportunité qu'on n'a pas envie de louper. On était 6 filles présélectionnées à passer cette semaine de sélection et on savait toutes pourquoi on était là. Donc le niveau il était super haut et on avait toutes autant les crocs, je pense, de remporter cette sélection. C'était assez intense. On avait des tests physiques, des tests navigation, des tests psychologiques. Tout ça orchestré par le pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt. Et à la fin de la semaine, après avoir passé tous ces tests, on passait un grand oral devant un jury d'une dizaine de personnes, dont des personnes du pôle, des personnes de la Massif, Loïs, skipper Massif 2022,
Et voilà, et on devait présenter notre projet pendant une vingtaine de minutes. Et à l'issue de tout ça, le jury se réunissait et selon les critères, selon ce qu'ils recherchaient, ils choisissaient parmi les 6 filles qui ils avaient envie de retenir, quoi. Et la délibération a duré 1h30, c'était super long. Oui, ce qu'on voit bien, on vous voit toutes les 6 attendre dans le hall du pôle à Port-la-Forêt. Est-ce que tu sais sur quoi finalement s'est faite la différence? On t'a expliqué pourquoi c'était toi et pas les 5 autres? Bah, je pense que le choix a pas été si simple. Je sais pas exactement sur quels critères ils ont décidé de me choisir moi en particulier, mais, euh, mais en tout cas, je suis très contente et très fière de porter les couleurs de la Massif maintenant. Maëlle, Hugo, est-ce que vous, de votre côté, vous avez cherché à intégrer des filières comme ça? Est-ce que vous avez postulé? Maëlle, toi, est-ce que par exemple, tu as postulé à la filière Bretagne CMB ou skipper massif? Et j'avais pensé à me présenter à cette filière CMB et en fait AGEAS qui est dans le domaine de la finance avait signé un partenariat avec moi pour 8 ans, donc je pouvais pas trop me désengager et me permettre de me présenter à cette sélection, même si je pense que le fait de se présenter déjà pouvait m'apporter des choses. Il y avait déjà des skippers prêts et rodés en face. Donc c'était assez risqué de se présenter déjà pour moi à l'époque, sachant que j'avais zéro expérience dans le domaine de la course au large. Euh, voilà, donc je pense que j'ai bien fait à côté de monter mon projet et pour pouvoir voler de mes propres ailes, comme dit Charlotte, je pense que c'était intéressant de le faire par soi-même, même si ça m'a coûté énormément de temps et d'énergie, mais je pense que ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir son projet et de savoir surtout de connaître tous les rouages pour monter son propre projet. Hugo, toi, tu as un profil, un petit peu différent, hein, parce que tu as à côté de ton activité voile, tu as aussi, une activité tu avais ou je ne sais pas si tu l'as encore, tu vas nous dire, une activité professionnelle avec une boîte d'électronique, je crois qui est sur le port des Bas-Sablons à Saint-Malo. Est-ce que toi, il y a un moment où tu as réfléchi à postuler à ce genre de filière? Raconte-nous un petit peu quel a été ton cheminement? Moi, j'ai fait une sélective en Figaro 2 avec la région Normandie il y a déjà quelques années, D'accord, ouais. que Sophie Faguet a remporté avec brio. Et depuis, c'est vrai que j'ai monté ma boîte d'électronique qui m'a pris quand même pas mal de temps et d'énergie. Et du coup, il fallait que je garde quand même une certaine liberté autour de mon projet. Donc, c'est plus simple d'avoir son propre projet et d'avoir toutes les cartes en main, quoi. D'accord, et tu continues à accumuler, ton activité, sportive et une activité professionnelle à côté ou ça devient compliqué? Ça devient assez compliqué. Le dernier gros chantier que j'ai fait, c'est l'Audi Group avant le départ de la route du Rhum, après son chavirage. Et depuis, je fais que des tout petites interventions, mais je suis vraiment axé à fond sur le Figaro cette année. D'accord, donc c'est objectif 100% sportif cette année. Exactement. Charlotte, te voilà donc skipper massif, hein, tu vas étrenner, comme je disais en préambule, tes nouvelles couleurs sur cette solomètre coque. Est-ce que ça met un petit peu de pression quand tu vois un peu les résultats de tes prédécesseurs sous ces couleurs, le palmarès des Charlie Dalin, François Gabard, Paul Meillat, Johan Richomme, je ne vais pas te mettre la pression, mais qui ont porté les couleurs de la Massif sur le circuit Figaro? Ah bah, c'est clair que tous ceux qui sont passés avant, ils ont fait leurs preuves. Du coup, j'essaie de pas trop regarder ce qu'ils ont fait pour pas trop me mettre la pression, de profiter déjà de faire partie de cette équipe et de cette grande famille de la Massif et de tout ce que ça peut m'apporter déjà au démarrage. Euh, à la Massif, ils me mettent pas du tout la pression au niveau des résultats pour l'instant, en tout cas. Ils me laissent prendre ma place, découvrir le programme, le circuit et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je prends mes marques. Moi, ça fait déjà 2 ans que je suis sur le circuit, donc je commence à savoir à peu près où je me situe et où j'ai envie de me situer. Mais c'est clair que pour l'instant, j'essaie de pas trop me mettre la pression par rapport à ce que ça représente d'être skipper massif.
Et qu'est-ce que ça change, concrètement, par rapport à ce que tu as connu avant? Qu'est-ce que change ce dispositif? C'est quoi? C'est un truc un peu plus encadré? Quoi raconte-nous un peu tes premiers pas dans ce dispositif, qu'est-ce qui t'a marqué? Bah, c'est vrai que c'est, une grosse structure parce que c'est quand même, une grosse entreprise, la Massif. Mais on a quand même, pas mal, d'autonomie dans le projet. C'est nous qui avons la main sur plein de choses. On est quand même, on est quand même maître de notre projet. Après, c'est clair qu'on a des facilités, au niveau, du matériel, de l'organisation, de la communication, de la préparation. Il y a plein de choses qui sont plus simples à gérer. On se pose quand même, moins de questions. On peut vraiment se concentrer sur, sur le projet, sur l'aspect sportif. Et si on a besoin de formations complémentaires, si on a besoin de de matériel spécifique, on a plus de facilité à l'obtenir, quoi, on va dire. Il y a le réseau, il y a les contacts, voilà, c'est surtout ça qui fait la différence, je trouve. Ouais, ouais, se concentrer que sur le sportif, ça veut dire, j'imagine te mettre des objectifs, justement sportifs un peu plus élevés. Tu as terminé, 32e de ta première solitaire en 2021, 24e l'année dernière. Est-ce que là, l'objectif, c'est de franchir un gros gap cette année? Ouais, ouais, bah, on va essayer, c'est sûr, on va essayer d'aller chercher, des meilleures places et surtout faire moins de bêtises, sur les courses parce que j'en ai déjà fait pas mal sur mes 2 premières solitaires. Donc déjà, on va essayer d'éviter ça et puis, de bien travailler cette année, dans des bonnes conditions pour aller chercher des belles performances, ouais, c'est clair. Toi, Maël, tu un peu la même progression que Charlotte sur le circuit Figaro, hein, 26e de la solitaire, de ta première solitaire il y a 2 ans, 23e si je me trompe pas, en septembre dernier. Quel est un peu, ton objectif sur cette saison? Et est-ce que tu as changé, en dehors de ce que tu nous disais, au tout début sur ton voyage en Thaïlande, en fin d'année dernière? Est-ce que tu as changé des choses dans ta préparation, dans ton encadrement pour aborder cette, 3e saison sur le circuit? Alors oui, j'ai changé quelques petites choses, notamment dans la structuration du projet, sur le fait de déléguer de plus en plus de choses avec les personnes qui m'accompagnent. Donc l'idée c'est d'arriver frais et voilà avec une certaine forme et la niaque surtout l'envie de perfer sur sur les échéances. Et puis je pense qu'il faut gagner en régularité. C'est vrai que j'ai aussi fait pas mal d'erreurs l'année dernière, notamment au niveau de la gestion de moi-même. La gestion du sommeil, ça m'a coûté assez cher sur la première étape de la solitaire l'an passé, puisque je me suis endormi. Voilà, il y a eu aussi un beau raté sur la deuxième étape. Voilà, c'est surtout apprendre à se faire confiance, je pense, et gagner gagner de la confiance et de la régularité dans la prise de décision aussi, dans tout ce qui est choix stratégique, météo. C'est vrai que c'était tout nouveau pour moi il y a encore 2 ans et là j'ai pu me concentrer un peu plus sur ces aspects. Donc l'idée c'est pas de se fixer de limite parce que j'ai vu que ça pouvait très bien marcher sur la Sardinia Cup. On s'était fixé un plan de fonctionnement, un plan de route avec Pierre et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, il faut plus que je m'écoute et peut-être qu'il y a des moments que je sache m'écouter aussi pour tout ce qui est sommeil et gestion de soi-même. Tu parlais de Pierre Le Boucher avec qui tu as effectivement navigué, l'année dernière. Est-ce que tu as d'autres, mentors comme ça sur lesquels tu veux t'appuyer pour continuer à progresser sur ce circuit? Oui, donc cette année, j'ai fait le choix de rapprocher de Fred Dutil, donc, qui fait partie du même club à Saint-Brieuc. Donc l'idée, c'est d'avoir un accompagnement un petit peu, même au-delà de l'aspect purement de naviguer. Donc on va participer au Tour de Bretagne à la voile ensemble au mois de juillet. Et en amont, on va aussi régler les voiles, régler le mât, de sorte à ce que Fred puisse amener un peu son œil, parce que chaque navigateur et navigatrice a son œil. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est
d'amener une nouvelle manière de regarder le bateau et sans forcément aller tout modifier derrière dans ma façon de naviguer, mais au moins de s'inspirer de ce qu'il y a de bon chez ces skippers comme Pierre Le Boucher ou Fred Dutil, parce qu'on sait qu'aujourd'hui voilà il y a chacun a les clés de son bateau, a les clés de sa vitesse, mais on sait aussi qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres dans certains domaines de compétences. Donc il y a beaucoup à apprendre de Fred pour moi cette année. Je pense que j'ai un retard par rapport au reste de la flotte sur les réglages de mât et sur bien d'autres choses. Mais voilà, il y avait beaucoup à faire pour moi, en tout cas de ce côté-là, et sur le travail des voiles notamment. Hugo, toi, tu arrives donc sur ce circuit. Dans quel état d'esprit tu abordes cette classe Figaro? On l'a dit, hein, tu as beaucoup gagné en classe mini. J'imagine que tu as assez confiance en tes moyens, mais est-ce que tu te dis que ça va aussi marcher en Figaro ou tu te poses beaucoup de questions? J'aimerais bien que ça fonctionne aussi bien qu'en mini. Après, je sais que le niveau est différent et qu'il va se passer quelques saisons avant d'accrocher les leaders. Mais dans cette première saison, je la prends vraiment pour découvrir le support, découvrir le circuit et essayer d'accrocher un partenaire pour avoir les moyens pour la suite d'être performant, quoi. Ouais, sur les entraînements, sur les 2 mois d'entraînement que tu viens de faire, avec Lorient, est-ce que tu as l'impression, d'être déjà, pas à peu près au niveau? J'imagine que tu as quand même l'occasion de te jauger par rapport à ceux avec lesquels tu t'entraînes? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La vitesse, les manœuvres, ça déroule plutôt bien. Mais c'est dur de comparer un entraînement dans la baie de Lorient avec un offshore de plusieurs jours, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre les premières courses pour se jauger, voir la concurrence en face, et avant de parler de performance et de son niveau par rapport à la flotte, quoi. Je sais pas si tu as vu Erwan Le Dragoblac qui comme toi a gagné la Mini Transat et a ensuite débarqué sur le circuit Figaro, disait qu'il avait pris lui une grosse claque en arrivant sur ce circuit. Il pensait que la voile était facile et finalement il a eu beaucoup de mal sur sa première année. D'ailleurs, il était sous les couleurs de skipper massif. Est-ce que ça fait un petit peu peur justement peut-être cet écart qui peut peut-être exister entre la classe Mini et la classe Figaro qui est une classe peut-être un peu plus professionnel où ça se joue beaucoup sur des petits détails? Bah, faut être conscient. En tout cas, c'est sûr qu'il faut être conscient quand on arrive en Figaro que les premiers rendez-vous, on va ramasser. Et voilà, il faut l'aborder avec le sourire et surtout tirer les enseignements des premiers rendez-vous pour progresser vraiment le plus vite possible. Bon, donc tu espères ne pas trop ramasser sur le maître coq. C'est le projet, ouais. Charlotte, est-ce que tu peux justement, quand tu entends Hugo qui va faire ses débuts sur le circuit, quels sont tes souvenirs de tes premiers pas, toi, sur ce circuit Figaro? Qu'est-ce qui t'avait marqué? Et moi, ma première course, du coup, c'était aussi la seule au maître coq en Figaro. Et je me rappelle très très bien, c'était assez marquant. C'était un bon bisutage. Je veux pas te faire peur, Hugo, hein, mais il y a 2 ans, la seule au maître coq, on avait bien eu, on avait bien eu toutes les conditions. On était partis dans des conditions sympas. On avait eu la grosse pétole sous le pont de l'île de Ré et moi j'avais pas sorti le mouillage, mais il y avait eu des mouillages de sortie parce qu'on était complètement à contre-courant et il y avait vraiment pas de vent. Donc déjà ça commençait bien la course. Ensuite on remontait jusqu'à Belle-Île et à Belle-Île on s'était pris un énorme front qui était arrivé hyper violemment, beaucoup plus violemment que prévu. Et là je me rappelle j'étais avec 2 bateaux autour de moi, c'était Alexis, Thomas et Violette d'Orange, et on s'était fait complètement coucher, les voiles déchirées, tout. Enfin, c'était la grosse catastrophe. J'avais dû finir la course sans génois puisqu'il était déchiré. Donc remonter au pré, faire le tour de Belle-Île sans génois, autant dire que c'était pas c'était pas facile. Et redescendre après sous Spie jusque devant les sables. Donc là, ça allait, le vent se calmait petit à petit, donc on commençait à retrouver un peu de sérénité à bord.
Et arrivé devant les sables, il y avait encore un aller-retour à faire au large. Et je me rappelle, le vent était prévu de complètement se casser la figure. Et c'était un aller-retour qui faisait, je sais plus, 30 ou 60 000, c'était quand même assez long. Et arrivé devant les sables pour partir faire mon aller-retour, je croisais les premiers qui revenaient avoir fait déjà leur aller-retour. C'était Xavier Macquart, je me rappelle, parce qu'en plus, on s'entraînait ensemble tout l'hiver. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il y a du taf. Et donc, je suis partie faire mon aller-retour au large. Et arrivé à 1000 ou 2000 de la bouée qu'on devait contourner, le vent s'est complètement cassé la figure à nouveau. On avait le courant de face et j'ai jamais pu aller contourner la bouée. J'ai dû abandonner parce que j'étais hors temps. Enfin, du coup, j'ai même pas abandonné, j'étais juste hors temps de la course, mais je crois qu'on était plusieurs à se faire prendre dans la pétole sur cet aller-retour-là et plusieurs à rentrer au moteur un peu la queue entre les jambes au Sable d'Olonne parce qu'on était hors temps. Ouais, c'était un bon visitage. Je pense que je me rappellerai toute ma vie. Bon, Hugo, t'es sûr d'avoir envie d'y aller? Un petit peu moins, mais on va essayer quand même. Bon, et toi, Maël, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'avait marqué en débarquant sur le circuit Figaro après avoir fait plutôt toi de la voile légère comme Charlotte. Moi, ce qui va me marquer, c'est le professionnalisme, on va dire, des gens qui naviguent devant. Voilà, surtout quand je suis arrivé, j'ai débarqué un peu au milieu de la saison en 2021. Ma première course, c'était le Tour de Bretagne à la voile, avec un bateau qui n'était pas prêt, avec énormément de travail sur les manœuvres. Voilà, j'avais rien pu faire de ce que je voulais cette année-là. Donc j'étais carrément à l'arrache, mais j'en étais conscient. Et ce qui m'a marqué, bah ouais, c'est les écarts qui se créent rapidement et la moindre petite erreur qui coûte très cher. Au début, voilà, c'est des jibes ratés, des voiles qui tombent dans l'eau. Voilà, j'ai eu plein de petites choses comme ça sur la première année. Beaucoup d'erreurs de bisu, et comme on dit, et voilà, mais ça m'a jamais fait peur et je me suis dit qu'il fallait passer par ces moments-là pour apprendre. Et je trouve que l'année suivante, en 2022, j'ai bien rebondi. Donc, ce qui m'a marqué, ouais, c'est cette régularité et le fait que les autres fassent très peu d'erreurs, même sur 3 ou 4 jours. Donc, il fallait s'accrocher et jamais rien lâcher parce qu'on se bat des fois pour quelques petits mètres et puis d'un seul coup, voilà, sur une option ou voilà, sur une option ou un passage à niveau, il peut se passer plein de choses. Donc, ouais, je pense que je voyais pas ça du tout comme ça. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus le train-train, mais non, pas du tout. En plus, en Figaro 3, on peut se permettre beaucoup plus d'écart qu'avant en termes de trajectoire et d'options. Et voilà, je pense que le jeu est assez ouvert. Et c'est difficile en faisant le grand saut de la voile légère à la course au large d'arriver en Figaro, ça c'est clair. Hugo, est-ce que tu te vois rester longtemps sur ce circuit? Maël le disait tout à l'heure, c'est un circuit qui s'est pas mal renouvelé, il y a beaucoup de jeunes. On constate que les marins, on voit que Tom Laperche est resté 4 ans, Erwan Le Draoulec et Achille Nebou 3 ans. Les marins ne restent peut-être plus aussi longtemps qu'avant sur ce circuit. Est-ce que toi, tu te projettes longtemps sur ce circuit? Qu'est-ce que tu en attends sur le long terme? Ouais, j'étais parti plutôt pour faire 3 saisons. Et après, ça va vraiment dépendre des partenaires, des futurs partenaires. Et donc là, sur fond propre, je suis sûr d'aller au bout de la première. Et après, ça va être vraiment en fonction de ça. Et le but, c'est de progresser, quoi. Donc, mais c'est vrai que je pense que 3 saisons, c'est un bon début, quoi. 3 saisons, c'est ce que tu disais toi aussi, Maël, tout à l'heure. Est-ce que toi, c'est l'objectif, c'est de passer vite à autre chose ou tu vas rester plus que tes 3 saisons que tu avais prévues initialement? C'est vrai que j'avais prévu 3 saisons, début en 2021, sauf que j'ai commencé au mois de juillet, donc on va dire que j'ai fait une demi-saison sur la première année. Et donc là, pour l'instant, je me projette sur le Vendée Globe 2028 avec l'ensemble de mes partenaires. Et l'idée, voilà, c'est de faire du Figaro jusque fin 2024 et de débuter en IMOCA début 2025. C'est un peu ce que je me suis fixé comme objectif. C'est sous réserve aussi de performance sur le circuit Figaro. Et ça ne veut pas dire derrière que j'y retournerai pas.
D'ici là, il y a une saison 2023 à faire, notamment une Transat Paprec qui va se courir pour la première fois en double mixte, départ le 30 avril de Concarneau à destination de Saint-Barth. Vous allez y participer tous les trois. Maël, toi, tu vas participer avec Julia Courtois. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ta co-skipper? Déjà, c'était assez difficile de trouver quelqu'un de disponible. Donc le premier critère, c'était vraiment la disponibilité de la co-skippeuse pour pouvoir s'entraîner et progresser ensemble. Julia, on s'est rencontrés l'année dernière sur les Pontons. On a fait un ou deux convoyages ensemble, et puis on a pu commencer à s'entraîner en fait la fin de l'année tous les deux. Vraiment, bon, les critères, c'était ça. Donc la disponibilité, la niaque, et puis surtout de l'expérience dans la course au large. Parce que Julia, elle sortait d'une Jacques Vabre en classe 40 avec sa sœur jumelle. Et voilà, j'avais suivi le projet. Elle s'est un peu menée tout de front, et puis surtout se rendre disponible et apprendre rapidement, quoi. C'est un peu une guerrière, Julia. Elle sait tout faire, elle apprend vite, et c'est une grande sportive. Et voilà, j'avais besoin de quelqu'un aussi qui soit sur la même longueur d'onde, au niveau des objectifs de résultats, et puis les objectifs sportifs. Sachant que voilà, Julia, je vais pouvoir compter sur elle, et je sais qu'elle va être endurante et qu'elle va assurer le coup sur l'ensemble des jours qu'on va passer en mer. Il y a quand même une vingtaine de jours à faire. On sait que ça va être intense et il va falloir assurer. Donc, je pense que on s'est bien entraîné. On a fait déjà 3 blocs d'entraînement depuis le début de la saison, et, et ça va payer, quoi, parce que les autres ne sont pas forcément autant entraînés. Alors Julia a moins d'expérience en Figaro que certaines, mais voilà, je pense que notre duo va bien fonctionner. En tout cas, au niveau du feeling, ça se passe très bien. Hugo, toi, ça va se passer comme je le disais tout à l'heure, sur le Figaro Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne, Océane avec Chloé Lebars. C'est elle qui est venue te chercher. Raconte-nous un peu comment fonctionne votre duo. En fait, on a été concurrents sur la Mini Transat 2021, pardon. Et la suite de ça, elle a été sélectionnée Crédit Mutuel Océane. Et fin de saison 2022, National Figaro à Lorient. Elle monte un équipage de ministres. Et là, je lui ai un peu tapé sur l'épaule en lui disant que si elle cherchait quelqu'un pour la Transat, j'étais disponible, motivé et même très motivé. Donc voilà, après quelques mois, semaines, elle m'a rappelé pour me dire que c'était parti. Bon, et comment ça se passe tu le disais, tu t'es entraîné avec elle du côté de Port-la-Forêt. Comment ça se passe? Comment fonctionne le duo et quels sont un peu vos objectifs sur cette Transat Paprec? La duo fonctionne bien, on s'entend bien. Elle a la chance d'être au pôle avec les moyens de réussir. Et donc là, elle suit sa courbe de progression et l'équipage tranquillement se met en place. Donc c'est assez positif pour l'instant. Bon, et toi, Charlotte, toi, le duo que tu vas former avec Loïs Béréard, c'est forcément imposé de lui-même parce que Loïs est également skipper massif. Sur le papier, c'est le skipper massif Charlotte Yvain qui a déjà 2 saisons de Figaro, plus Loïs Béréard qui commence à avoir aussi une très solide expérience du support. Ça joue la gagne? Ouais, bah, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'y aller pour faire de la figuration, hein. C'est clair. Après, moi, ce sera ma première, donc il y a plein de choses aussi que je vais découvrir. Je vais pouvoir m'appuyer sur l'expérience de Louis, qui a déjà fait pas mal de transats et pas mal de navigation au large, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis dans la préparation, j'essaye d'apprendre un maximum de choses pour arriver sur la transat comme si c'était pas la première fois presque. Et voilà, mais c'est clair que ouais, on va tout donner pour aller chercher la meilleure perf possible. Ouais, qu'est-ce qui vous travaillez, j'imagine que vous avez aussi, vous êtes entraînés tous les 2 en double. Qu'est-ce que t'apporte Loïs au quotidien? Bah déjà toute son expérience, parce qu'il a quand même pas mal d'expérience. Du coup, ça fait qu'il a
il connaît plein de choses et il sait bien anticiper tout ce qui est anticipé. Il est serein à bord, on communique bien, on échange facilement, donc c'est assez facile de prendre tout ce qu'il peut m'apporter et de partager des choses. Ça se passe super bien à bord et voilà. Et quand tu regardes le plateau de cette Transat Paprec, hein, il y aura une douzaine de duos engagés. Est-ce que tu identifies ceux qui, comme vous, viseront un podium? Bah ouais, carrément. Je pense que le plateau, il est super relevé. Hein. Ça va pas être si facile que ça d'aller chercher le podium. À mon avis, il va y avoir de la bagarre. Et puis sur une transat, enfin, on a bien vu quand on regarde les précédentes éditions que tout peut se jouer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'aux dernières heures. Donc c'est sûr que je pense que ça va être une belle course bien disputée. Il y a plein de binômes qui peuvent jouer le podium et la gagne. Donc ça va être super intéressant à vivre et à suivre aussi, je pense, depuis la Terre. Et lesquels en particulier alors? Ah bah, c'est pas facile de donner un pronostic, mais on a vu déjà à l'entraînement que à Port-la-Forêt, là, il y a du jeu, il y a des binômes performants. Il y a Élodie et Martin, il y a Corentin et Pauline, il y a Gaston et Anne-Claire. Chloé et Hugo aussi, ils vont être des bons concurrents, mais je pense que Maël, enfin après on n'a pas vu, on n'a pas navigué les uns contre les autres, mais à Lorient il y a aussi des bons binômes qui vont être bien compétitifs, je pense, qui se sont bien entraînés et, et qui vont pouvoir bien se bagarrer, je pense. Ouais. Élodie et Martin, on rappelle, hein, Élodie Bonafous, Martin Le Pape, Gaston Morvan et je me souviens pas, Anne-Claire Lebert. Et le troisième duo dont tu parlais, c'était? C'est dit Corentin Auro et Ah oui, Pauline voilà, Corentin Roux et Pauline Courtois, Courtois, oui, c'est ça. la sœur de Julia Euh, Courtois. la sœur jumelle de Julia Courtois. Il y aura après l'autre grand rendez-vous de la saison pour vous trois. J'imagine que c'est aussi un objectif très important. C'est bien évidemment la solitaire qui s'élancera fin août de Caen pour trois grandes étapes de plus de 600 000. Charlotte, on va continuer avec toi. Sur cette solitaire, pour toi, l'objectif, on disait, hein, tu as fait 32e, 24e. L'objectif, est-ce que tu te fixes un objectif précis? Est-ce que tu te mets un petit peu de pression de résultat sur cette troisième solitaire? Bah, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas envie de me mettre trop de pression. Après, c'est sûr que j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller chercher des belles places sur les étapes et forcément de faire mieux que l'année dernière, forcément. Surtout que bah voilà, c'est quand même skipper massif, faut pas oublier ça non plus. Euh, et voilà, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien aller chercher des top 10, pourquoi pas des top 5 ou podium sur des étapes. Sur la solitaire du Figaro, c'est pareil, on sait que tout est possible un peu, donc faut pas s'interdire de viser des belles places, je pense. Hugo, quel sera un peu l'objectif? J'imagine que toi, tu vas être au classement bisu. Comme disait Maël tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de bisus à chaque fois sur la solitaire, hein. Il y a plus d'une dizaine de bisus. C'est vraiment aller jouer la gagne là-dessus ou tu te fixes pas forcément d'objectif préalable? Un petit podium en bisu, ça serait une bonne chose. Après, c'est vrai que c'est dur de faire des pronostics maintenant. Ouais, tu as une idée un peu tu as regardé un petit peu quand même d'ores et déjà qui seront un peu tes rivaux au classement bisu sur la saison et sur la solitaire en particulier? À Port-Laf, on a Victor Le Pape sur Club Ouais, Lutte Espoir, qui va être solide parce qu'il a déjà fait 2 pré-saisons ouais. sans faire de solitaire. Du coup, ça va être un petit morceau. Et à Lorient, je suis le seul bisu. Et sur le reste, je pense que plus à La Rochelle, il y a plus de bisus, mais là, je les connais pas encore. Bon, tu vas avoir l'occasion de la découvrir sur la solo maître coq. Maël, pour finir, pour toi, c'est sur cette solitaire, est-ce que toi, tu te fixes des objectifs élevés, précis? Quel est un peu ton regard sur cette troisième solitaire pour toi? Eh ben, je me fixe pas vraiment
de limite, en tout cas dans les objectifs, voilà, de résultats purs comme ça. Je dirais qu'au vu de la première et de la dernière étape, qui était pour moi un peu plus, qui était le reflet de ce que j'étais capable de faire, on va dire, voilà, je fais 5e, 30e et 11e des étapes l'année dernière. Que je me dis qu'au niveau régularité, déjà, si j'arrive à faire toutes mes étapes dans les 10, ça sera déjà une très bonne chose. Et puis voilà, j'espère pouvoir faire un coup d'éclat sur une étape et voilà, et que ça se retranscrive au général. Tu le disais tout à l'heure, il y aura peut-être aussi une Transat Jacques Vabre derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel est l'objectif pour toi? L'objectif pour moi, c'est de me positionner sur la Transat Jacques Vabre en tant que co-skipper, voilà, en classe 40. J'ai tenté là cet hiver de réunir le budget pour participer à la Jacques Vabre en tant que skipper, voilà, donc de louer un bateau et de poursuivre la saison en parallèle en classe 40. Mais ça s'annonce quand même assez compliqué étant donné qu'on a une saison très chargée avec cette Transat Paprec. Mais voilà, je me dis que pour combler un peu ce trou qui est la grande trêve hivernale chez nous en Figaro, bah, j'aimerais bien quand même pouvoir traverser l'Atlantique à nouveau sur un classe 40 cette fois-ci à partir du mois d'octobre. D'accord, donc tu as déjà postulé, tu as contacté des éventuels skippers qui pourraient être intéressés par ton profil? Voilà, c'est en cours, mais j'ai toujours pas trouvé. Donc avis aux skippers de classe 40. Et j'ai aussi une partie du budget en fait pour faire cette Jacques Vabre. Voilà, donc Ce qui est j'ai pas un bon réuni. argument. Voilà, j'ai aussi et j'y vais pas pour faire de la figuration. J'aimerais bien rejoindre aussi un projet performant avec un bateau qui est prêt et un skipper qui a déjà un peu d'expérience, quoi. Donc je pense que je peux apporter quelque chose et que faire un duo entre figaristes et puis skipper de classe 40, ça peut être un moyen aussi de partager différentes expériences. Eh ben, j'espère que tu trouveras. Hugo, Charlotte, on a terminé avec vous. Est-ce que vous aussi, la Transat Jacques Vabre est peut-être un objectif de fin d'année ou vous êtes déjà bien servi avec votre année en Figaro, Hugo? Moi, de mon côté, j'ai envie de me concentrer sur le Figaro et de préparer la suite. Donc, c'est vrai que d'ici les prochaines éditions, ça m'intéresserait d'y participer. D'accord. Bon, toi, on a bien compris, l'objectif principal, c'est vraiment de faire une première saison et de profiter de cette première saison pour trouver des partenaires sur le plus long terme. Exactement, ouais. C'est m'inscrire sur la durée pour réussir à avoir les moyens de bien faire. Charlotte, est-ce que toi, la Transat Jacques Vabre est dans un coin de la tête? Je me souviens que Erwan Le Draoulec, qui t'a précédé au sein du dispositif Skipper Massif, avait justement disputé la Transat Jacques Vabre il y a 2 ans. Bah, c'est clair que de faire 2 transats dans l'année, c'est toujours, enfin, plus on navigue et plus on est heureux, hein. Donc, si l'opportunité se présente, je serais hyper contente de pouvoir y participer. Après, c'est pas forcément quelque chose que j'ai inclus dans mon programme de base. Le championnat de France, il est déjà assez dense et j'ai envie de bien me concentrer là-dessus pour faire des belles courses en Figaro. Mais maintenant, c'est à la fin de la saison. Tout est envisageable, quoi. Disons que ça prend pas trop de place dans mon esprit pour l'instant parce que j'ai envie de me concentrer sur le Figaro et on verra au fur et à mesure de la saison comment ça avance et si jamais l'opportunité se présente, je serais très contente de pouvoir mettre ça en place en parallèle, ouais. Eh bien, très bien. Eh bien, merci à tous les 3. On vous souhaite un bon convoyage. Je crois que vous avez tous prévu de convoyer votre bateau d'ici la fin de semaine de Lorient pour certains, de Port-la-Forêt pour Charlotte, direction les Sables d'Olonne. Bonne solo Maître Coq. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 110e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous les 3. À bientôt. Merci Axel. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. Merci Axel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!